Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler cyclisme. On va faire le débrief du Tour de Lombardie avec une journée de retard, en fait, tout simplement parce que la course est arrivée à 16h30 et ma caméra a décidé que maintenant, à 16h30, il n'y avait pas assez de lumière pour faire les mises au point. Donc, je fais ces vidéos-là le lendemain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et à vous abonner. Faites attention également pour ceux qui sont déjà abonnés. Il y a parfois des abonnements qui s'enlèvent tout simplement de la part de YouTube. Donc faites attention de voir si vous êtes toujours bien abonné à la chaîne. Parce qu'il y a des petites surprises de ce côté-là. On va revenir sur la course. On va faire bien entendu les bleus, les tops et flops. On commence tout de suite par mon avis général sur ce Tour de Lombardie. Et c'est clair et net, je préfère quand c'est dans l'autre sens. L'arrivée à Bergame, c'est sympa, mais sans plus. Ça nous a donné une course qui s'est décantée extrêmement tard, qui s'est décantée en fait assez vite. C'est-à-dire qu'il y a eu une attaque et voilà, c'était presque parti. Ça n'a pas été hyper funky, quoi, je trouve, comme parcours. C'est parti dans le Passo di Ganda. Et même dans le collet à Perto, au final, il s'est pas passé grand chose. Oui, ça a été compliqué, quoi. Compliqué pour moi. Moi qui aime pourtant plutôt le Tour de Lombardie, bah ouais, j'ai pas pris beaucoup de plaisir. Je trouve que le fait d'avoir enlevé le Civiglio, le mur de Sornano, bah ça a un peu nuit à la course. Et ça a été très très linéaire, en fait. On a eu quelques attaques en deuxième moitié de course, mais je reste quand même sur ma faim. Et ça confirme qu'on peut mettre 4600 mètres, 4500 mètres de dénivelé positif sur un parcours. S'ils sont mal répartis sur ce parcours ou si on manque tout simplement de pourcentage ou de longueur dans la pente, ça fait pas grand chose. C'est un peu ce qui s'est passé hier. On va revenir également sur la Quick Step. Alors j'ai vu notamment un article d'Eurosport qui parle d'un échec total de la part de la Deceuninck Quick Step. Alors, je pense qu'une deuxième place parlait d'échec. C'est déjà pas très sympathique pour Fausto Masnada, premièrement. Mais deuxièmement, quand tu fais 2, 6, tu mets 2 coureurs dans le top 10, dans un monument, j'aimerais avoir ce type d'échec, hein, très clairement. C'est pas un échec de la part de la Deceuninck, ils sont tombés sur plus fort. Bon, Pogačar était fort face à Masnada. Ils se sont fait un petit peu avoir par la course, oui. Je pense qu'ils avaient, avant le départ, ils savaient pas trop qui était le leader. Je pense qu'ils attendaient de voir comment allait être Alaphilippe. Ils s'attendaient pas à ce que Remco soit en difficulté. Almeida, je pense qu'ils savaient qu'Almeida, c'est pas le mec qui a le plus grand punch au monde. On le sait. C'est un peu son problème à Almeida, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité à surprendre les autres coureurs. Il n'a pas de punch naturel. C'est un peu son souci à Almeida. Donc on va dire qu'il y avait Alaphilippe, Remco, parce qu'il fait toujours des grands numéros, Remco et Evenepoel. Et puis après, Masnada, il n'avait pas montré tant de choses que ça ces derniers jours non plus. Donc voilà, c'était un peu la surprise. Mais de là à dire qu'ils se sont ratés, la Deceuninck, non. Masnada fait 2, Alaphilippe fait 6. Je pense qu'Alaphilippe a bien fait d'attaquer à 10 bornes de l'arrivée. Quand il attaque à 10 bornes de l'arrivée, il sait qu'il va désorganiser le groupe, Alaphilippe. Mais il le fait exprès, parce qu'il vaut mieux. À ce moment-là, le groupe de 5 ou 6, le groupe Michael Woods Valverde, est en train de revenir sur les 2 hommes de tête. Et Alaphilippe, il voit bien qu'il ne pourra pas abattre ces mecs-là. Il n'est pas en super condition physique. Donc il se dit, est-ce qu'il vaut mieux pour l'équipe finir deuxième avec Masnada, qui a déjà travaillé auparavant, ou est-ce qu'il vaut mieux finir 2 et 8, ou faire 7 et 8 à la fin de la course? Il faut mieux qu'il y en a un qui soit deuxième. Ça rapporte plus de points. Et puis en plus, Masnada, on ne savait pas, parce que Masnada, il connaissait l'arrivée, il est né à Bergame. Donc on pouvait s'attendre peut-être à ce qu'il s'en sorte mieux dans le final. Bon, il est tombé face à un grand Pogačar. De toute manière, je pense pas que Pogačar était le plus fort, mais il avait quand même plutôt des bonnes jambes.
Alaphilippe, il s'est retrouvé dans une situation où il n'était pas en grande condition physique, ce qui peut arriver au mois d'octobre aussi. Le Tour de Lombardie, souvent ça arrive aussi qu'il y ait des leaders qui ne s'en sortent pas sur cette course parce que on est en octobre, on est un petit peu fatigué. C'est comme Paris Tour, hein. Ce sont deux classiques qui sont assez atypiques de ce côté-là, c'est qu'elles se déroulent en fin de saison. On a commencé en janvier, février pour la plupart des coureurs, mais il y a eu quand même les stages de pré-saison en janvier. Beaucoup étaient à l'entraînement mi-novembre. Bon, bah voilà, la saison est éreintante et fatigante. Surtout qu'Alaphilippe, en passant, il a quand même pas mal couru là, depuis août. Il a eu un môme en fin juin. Voilà, je pense qu'il y a un moment, il y a besoin aussi de se reposer. Et j'adore quand les gens, du jour au lendemain, tu passes de mauvais à bon. Ça me rappelle notamment le match de l'équipe de France qui a battu la Belgique, où à la fin de la première mi-temps, il fallait virer Deschamps, et à la fin du match, Deschamps était un génie. J'aimerais même de temps en temps dans le sport, on a un petit peu de recul et qu'on essaye de ne pas prendre des décisions au bout de 10 secondes. Bah voilà, Alaphilippe, il n'a pas perdu ses jambes du championnat du monde, hein, et il a toujours ses jambes là. Mais il faut qu'il ait la condition physique, et puis le deuxième titre, je pense qu'il l'a bien célébré aussi, Julien Alaphilippe. Mais dire, comme j'ai lu sur Eurosport, que l'équipe s'est plantée, non. L'équipe ne s'est pas plantée, elle est tombée sur plus fort qu'elle, tout simplement. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Julien Alaphilippe. 6e de la course, premier français. C'est pas mal pour un coureur qui avait pas montré des grandes jambes, hein. Je rappelle non plus sur la course qu'il avait fait, c'était mercredi ou jeudi, je ne sais plus, en Italie. Voilà, il a montré qu'il était quand même pas mal. Voilà, après c'est pas facile de réussir à poursuivre après un titre de champion du monde. Je parlais, Bettini l'avait fait, mais à l'époque il y avait qu'une semaine entre les championnats du monde et le Tour de Lombardie. Donc c'était un peu plus facile, on va dire, à gérer. Là, maintenant, il y a 2 semaines en plus entre les championnats du monde et Tour de Lombardie. Donc un peu plus compliqué. Et puis Bettini, il y avait quand même un truc supplémentaire dans cette course. Il l'a toujours dit, hein, qu'il avait couru pour son frère. Je crois que c'était son frère, hein, qui était mort le mercredi ou le jeudi, avant le Tour de Lombardie, et qui avait eu une sorte de force supplémentaire, un peu de force supérieure, comme on aurait pu l'expliquer, notamment en F1, Ayrton Senna. Du côté d'Alaphilippe, 6e, c'est pas mal. Le Tour de Lombardie, je pense que c'est même son meilleur résultat sur le Tour de Lombardie. Ah non, il avait fait 3e une année. Il avait fait 3e, je crois, du Tour de Lombardie une année Alaphilippe. Hein, petit jeu classique, hop, Tour de Lombardie, El Lombardia. Oui, 2e, même en 2017. C'est une course qui est toujours atypique, il ne l'a pas fait souvent. C'est que son 4e Tour de Lombardie, et c'est le 2e qui finit. 2e, donc top 10 pour lui sur le Tour de Lombardie. Cette année, pas de victoire sur les monuments. Malgré tout, l'année de Julien a été plutôt excellente pour le coureur français. Si on poursuit du côté des Bleus, je vais passer à David Gaudu. On va encore parler de choses qui m'ont fâché. David Gaudu, qui à l'arrivée a fait une interview, ce qui est déjà pas si souvent que ça, hein, parce qu'on sait que David Gaudu ne fait pas souvent d'interview. À l'arrivée des courses, surtout quand il gagne pas, et David Gaudu qui dit maintenant pour rester dans le top 10, avant grosso modo j'y arrivais tranquillement, et maintenant faut que je batte à chaque fois mes records de puissance pour faire les top 10. Et bien entendu ça a réagi sur les réseaux sociaux, parce que les mecs, dès qu'on parle de watts, il y a des tac éclairs de génie qui s'allument. Dire voilà, tout le monde est dopé dans le cyclisme. Pogacar il est dopé, Masnada il est dopé, voilà. Ça me fait toujours marrer, parce que quand on parle de dopage, si ces mecs-là sont dopés, pourquoi Alaphilippe serait pas dopé? Parce que techniquement, il faudrait un petit peu de logique. Et surtout, quand on se base sur les watts, il n'y a rien de plus particulier que les watts. 2 personnes de même taille, même gabarit, même poids, ne vont pas développer la même puissance en watts. Parce que un va plutôt avoir des fibres endurance, l'autre peut-être plutôt des fibres puissance pure. Donc se baser sur les watts sans connaître le type de fibre,
musculaires qu'ont les coureurs sans connaître certaines données physiologiques de ces coureurs, c'est complètement stupide et complètement con. Et en plus, en se basant sur les capteurs de la course. Un capteur, il y a une marge, surtout sur les watts. Donc il y a énormément, parce qu'il y a déjà des erreurs sur les capteurs en km/h, sachant qu'on ne dépasse pas les 60. Alors autant vous dire, sur des capteurs en watts, on peut atteindre 500-600 watts. C'est-à-dire que la marge d'erreur, elle augmente. Deuxièmement, il se base sur les chiffres télé. Alors, c'est sympa, hein, les synthés de la télévision, mais souvent ils sont mauvais, les synthés de la télévision, surtout sur les watts. Il le dit souvent, même Cyril Guimard, mais d'autres. Vous voyez, des fois ça passe de 200 à 400 alors qu'on est en montée et que le rythme est similaire en km/h. Donc, c'est des capteurs qui ne sont absolument pas fiables. Donc, se baser sur les watts, quand on n'est pas spécialiste en médecine du sport, c'est complètement stupide. Et encore, parce qu'il faut connaître les entraînements de ces coureurs-là, il faut connaître plein de paramètres physiques pour pouvoir se baser sur les watts. Et ce qui m'énerve, c'est que quand Gaudu dit ça, forcément, il sait qu'on va parler de dopage derrière. Et je trouve que ça nuit foncièrement au résultat de Pogačar, mais ça nuit également à son résultat à lui. Parce que moi, il m'a énervé très clairement quand il a dit ça à Gaudu. Et encore plus que s'il n'a pas gagné, David Gaudu, c'est pas parce que Pogačar pour moi était plus fort, c'est pas parce que Masnada était plus fort, c'est parce qu'il a moins bien couru qu'eux en termes de stratégie. Pour moi hier, Pogačar c'était vraiment pas le plus fort. Pour moi hier, Masnada c'était pas le plus fort. Gaudu aurait pu les suivre, mais il les a pas suivis. Et ensuite derrière, ça a été l'enterrement de première classe pendant 30 bornes. Où on comptait ses coups de pédale, alors que les mecs ils étaient à 40 secondes devant. Et même si c'était pas le plus fort, Pogačar, tu laisses pas 50 mètres à Pogačar. Quand il attaque, tu le suis. Et là, on l'a pas suivi, on l'a laissé partir. Et il n'était pas le plus fort parce que Masnada est rentré sur Pogačar assez facilement quand même. Alors qu'il avait roulé pendant 5-6 km avant. Avant son attaque, il roule pendant 5-6 bornes. Gaudu, s'il finit 7ème hier, c'est qu'il a très mal couru également dans le final. Il aurait pu finir 5ème, mais il fallait pas laisser rentrer non plus Adam Yates et Roglic. Le mec, il les laisse rentrer. On sait très bien qu'à 500 mètres de l'arrivée, s'il y a des mecs qui sont lancés et que tu laisses rentrer, tu te fais niquer pour le sprint. Il nous a fait une Van Der Poel à la Philippe à l'Amstel. Il y a 2 ans qu'il avait fait la même chose. Mais eux encore, il y avait des circonstances atténuantes, ils n'avaient pas les infos. Donc là, moi, ça m'énerve. Voilà. Je vous dis très clairement ce qu'a dit Gaudu. C'est pas parce que les autres étaient plus forts que lui physiquement qu'il finit 7ème. Pour moi, c'est parce qu'il a pas très bien couru. Les jambes, le physique a une part dans le cyclisme, importante. Mais la stratégie aussi. Et j'ai l'impression que Gaudu, c'est un peu le coureur qui cherche tout le temps des excuses. C'est-à-dire que sur le Tour de France, oui, mais c'est parce que le peloton était plus rapide, oui, c'est parce qu'on n'a pas collaboré avec moi. Mec, c'est juste parce que des fois tu cours comme une quiche. Hein, tout simplement. Tout simplement. Et à un moment, il faut arrêter de se trouver des excuses. Il faut bosser. Voilà, tout simplement. À la Philippe, quand il est mauvais, il ne cherche pas des excuses 150 ans. Voilà, il dit, bon, bah là, on n'a pas été terrible. Là, j'avais pas des grandes jambes. Gaudu, non, il faut toujours qu'il trouve une raison extérieure à ça. Parce que les autres, ils se dopent. Ouais. Excuse-moi, mais tu finis 7ème. On peut également dire que tu te dopes, Coco. Hein. Ça m'énerve. Je termine avec Romain Bardet 8ème. Ça confirme la bonne année de Romain Bardet. Le retour de Romain Bardet. 8ème, alors, il a tenté, il a attaqué, il a anticipé même, Romain Bardet, parce que je pense qu'il sentait qu'il était moyen. Il peut saluer également l'énorme travail de Tish Benoot dans sa formation DSM. Il a fait vraiment du très très beau boulot, Tish Benoot. Et puis du côté de Romain Bardet, moi ce que j'ai aimé, c'est... alors si vous voulez retrouver l'interview de David Gaudu, j'ai oublié de le dire, c'est sur Ouest France. Et du côté de Romain Bardet, il a été très très bon. Moi j'ai bien aimé le coureur de la DSM parce que voilà, il a anticipé, il savait peut-être qu'il était un peu limité physiquement, donc il s'est dit tiens, comment je peux faire pour aider mon équipe. Et je vais peut-être tenter ce truc là. Et puis Tish Benoot qui sait vraiment mieux en équipier, alors que c'est un très bon coureur, Tish Benoot,
Mais voilà, il est venu sur le Tour de Lombardie alors qu'il aurait pu aller à Paris-Tours, si je me note. Il aurait peut-être même eu plus de chances de gagne à Paris-Tours, très clairement. Et puis ensuite, il fait un énorme travail d'équipier quand il roule. Il a été impressionnant. Mais voilà, Bardet, je pense qu'il était déjà content d'être avec Woods et Valverde, et Alaphilippe et Roglic. Ensuite, au sprint, Romain Bardet, c'est pas le meilleur sprinter du monde, hein, très clairement. Donc, il finit quand même. Vous remarquerez quand même que dans ce top 10, il y en a 3 qui étaient. Il y a les 3 qui étaient sur le podium à Innsbruck. Hein. Donc, il y a Valverde qui fait 5, Bardet qui fait 8 et Woods qui fait 9. Et on garde le même podium, on va dire, le même ordre que lors des championnats du monde à Innsbruck. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Je suis déjà à 16 minutes de vidéo, donc on va essayer d'aller assez vite sur les coureurs au top. Je commence avec Tadej Pogačar qui gagne cette course. Quel palmarès de Pogačar cette année. Il a explosé un petit peu tout le monde. Alors bien entendu, tout le monde parlera de dopage. Moi, je vais m'intéresser aux résultats et aux trucs que je sais, pas aux suppositions. Du côté de Pogačar, ce qu'il a fait est quand même assez exceptionnel. Sur cette course-là, encore une fois, quand tu regardes sa semaine, quand tu regardes même les dernières semaines de Pogačar, la forme n'était pas exceptionnelle pour Pogačar. Et moi, je suis résolu à dire, c'était pas le plus fort du groupe de 10. Je pense que Woods était plus fort. Je pense que Valverde était plus fort que Pogačar. Le problème, c'est qu'ils ont fait l'enterrement de première classe. Et 2 fois en plus. Alors la deuxième fois c'était grâce à Alaphilippe, mais la première fois c'était pas à cause d'Alaphilippe. Hein. Ils se sont tous regardés en disant l'autre va faire le boulot, l'autre va faire le boulot. Enfin, sauf qu'au final personne n'a fait le boulot, personne n'a pris la course en main. Aussi peut-être parce que ça manquait d'équipiers dans certaines formations. Mais personne a pris la course en main et s'est dit voilà, faut que je revienne parce que devant c'est Pogačar. Et ça a forcément aidé Pogačar. Il n'était pas le plus fort. Vous regardez Masnada, il revient très facilement sur lui. Mais il a très bien joué le coup, malgré le fait qu'il n'était pas aidé par Masnada pendant un certain moment. Dans le collet Aperto, je pense que c'est là où il gagne la course parce qu'il fait mal. Il fait mal à Masnada à ce moment-là. Dans le collet Aperto, Masnada à un moment il se retrouve à 3, 4, 5 mètres, il est obligé de boucher un trou sur la zone en pavé, à la sortie des pavés il est obligé de boucher un trou et là ça lui a fait mal au niveau des jambes à Masnada. Et ensuite quand vous êtes dans le rouge à ce moment là il n'y a que 4 km jusqu'à l'arrivée, donc c'est très compliqué. Et puis on sait que Pogačar, ça a toujours été le truc qui m'impressionne chez Pogačar, un peu chez Thibaut Pinot aussi, ou Warren Barguil. Ce sont des mecs qui ont cette capacité à très bien sprinter. Et Pogačar, on sait qu'il est très dur à battre au sprint. Il a battu des Alaphilippe, il a battu Valverde déjà au sprint. Pourtant, Valverde à une époque, alors même si c'est plus le grand Valverde au niveau des sprints, ça reste quand même un très bon coureur. Mais quand vous regardez son palmarès cette année à Pogačar, Tour de France, Liège-Bastogne-Liège, Tirreno, qu'est-ce qu'il a gagné d'autre également ? Il a gagné le Tour de Slovénie, il a fait 2e du Tour du Pays Basque en se faisant un petit peu avoir par Bagnulti, vainqueur du Tirreno, vainqueur de l'UAE Tour, avec la victoire du côté de Jebel Afet, 7e d'Estrade. Donc voilà, il a peu couru au final aussi, 60 jours de course. Donc ce qui fait qu'il est arrivé un peu plus frais que d'autres coureurs. Mais surtout, il a été plus intelligent dans sa manière de courir, je pense, que d'autres. Et puis, il a compris également que cette année, souvent, le premier qui partait, que ça soit dans les échappées ou dans les courses, le premier qui attaque, et souvent, le premier qui arrive à faire un trou après une attaque, est souvent le premier qui gagne. Et on a vu, ça a été quasiment le cas sur toutes les courses. Sur beaucoup de courses, je pense notamment à Bauke Mollema sur le Tour de France, qui était parti à 40 bornes de l'arrivée, première attaque, c'est lui qui va au bout. Mohoric, pareil. Ça a été comme ça cette année. Je sais pas si ça sera comme ça dans les années suivantes, mais ça a été comme ça cette année. Et il a été le premier à attaquer et le premier à aller au bout. Masnada, beaucoup, je trouve, sous-estiment Masnada. Peut-être parce que c'est un coureur qui n'est pas passé forcément par des grosses formations avant la De Koninck.
Voilà, il a commencé chez Lamprey, mais en tant que stagiaire, il a été ensuite chez Androni. J'ai pas souvenir qu'il avait eu un énorme palmarès chez Androni Giocattoli. Ensuite, il a été chez De Koninck parce que il a fait 6 mois, 8 mois techniquement à la CCC, mais il a jamais couru en fait pour la CCC sur la route. Et ensuite, il a été chez De Koninck. Ça fait partie de ces coureurs voilà, qui ont changé d'équipe en cours de saison en 2020. Et depuis qu'il est chez De Koninck, c'est quand même intéressant. 6e de Tirreno en 2020. Deuxième, c'est d'une étape de Tirreno également. Troisième de la Coppa Bernocchi cette semaine. 8e de Milan-Torino. Donc, voilà. 7e de la dernière étape du Tour de Luxembourg. 2e du championnat d'Italie derrière Colbrelli. 3e du Tour de Romandie en perdant quand même un petit peu de temps sur le contre-la-montre. Donc c'est un coureur qui a fait quand même des très très belles courses cette année. Puis déjà l'année dernière, il avait fait 9e du Tour d'Italie, quand même Masnada. Enfin, c'est pas Joe le rigolo, donc c'est pour ça que quand je vois le mec d'Eurosport dire ils se sont complètement ratés, quand Alaphilippe laisse partir Masnada, certes, ils n'ont pas 150% de certitude sur Masnada, mais ils laissent pas partir un branquignol. On laisse pas. C'est pas comme si Romain Bardet, par exemple, avait laissé partir Tige Benoot. Je dis pas que Tige Benoot a un branquignol, mais je dis que Tige Benoot sur le Tour de Lombardie, c'est pas son terrain favori. C'est pas comme si, imaginons, Roglic avait laissé partir Chris Harper. Oui, Chris Harper devant, on n'aurait pas eu une grande certitude. Ou Georges Bennett, imaginons. Cette année, Georges Bennett, il n'a pas fait de grands résultats, donc on n'aurait pas eu de grande certitude. Là, c'était Masnada. Et Masnada, c'est un parcours qui lui convient, le Tour de Lombardie. Alors là, il est tombé sur fort, sur costaud, mais c'est un grimpeur qui a quand même un petit peu de punch, qui fait partie des hommes à suivre chez De Koninck, très clairement. Alors il n'a pas encore de contrat pour l'année prochaine, Masnada. Et je pense qu'il n'aura pas de contrat chez De Koninck, parce que vu que De Koninck mise tout sur Cavendish, donc il est libre, Masnada, je pense, parce que il a dit qu'il avait 28 ou 29 coureurs, je ne sais plus, Patrick Lefebvre, qui avait une place en plus pour Cavendish, et grosso modo qu'il misait sur le renouvellement de contrat de Cavendish. Donc il est libre. Moi, si j'étais EF, si j'étais voir une équipe française, tiens, BNB Hotel, ça pourrait être intéressant d'avoir Masnada. Si j'étais même une équipe italienne, ça pourrait être un coureur intéressant. Fausto Masnada. Tiens, Trek Segafredo. Ou d'autres formations. On passe à Valverde, toujours là, impressionnant Valverde quand même. Toujours là, 5e de la course. Moi, il me surprend tout le temps. À 41 ans, je rappelle. 50 jours après cette péter la clavicule et avoir subi quand même une très grosse chute à la Vuelta, où moi j'avais dit c'est peut-être le dernier jour de course que je vois de Valverde. Encore là l'année prochaine, même si c'est pas marqué sur Pro Cycling Stats. Il va faire encore la Coppa Agostini. Ça sera le 11, donc demain, la Coppa Agostini. Et puis voilà, je pense que sa saison sera finie. Saison qui aura été intéressante. Encore 72 jours de course, donc 73 avec la Coppa Agostini. Fait partie des coureurs qui étaient là dans le final à l'arrivée, qui ont le plus couru. 41 ans, assez phénoménal. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Je commence du côté des bonnets d'âne avec la Jumbo. J'avais dit notamment dans les commentaires de ma présentation du Tour de Lombardie que cette équipe me faisait vraiment peur sur le papier, parce qu'il y avait vraiment une énorme starting list, notamment Jonas Vingegaard, il y avait également Georges Bennett, Koen Bouwman, Chris Harper, Kruijswijk, Samumen. Et je me disais, ils ont quand même un collectif qui est costaud, mais je trouve qu'ils n'ont pas hyper bien couru. Ils se sont un peu éparpillés. Alors je sais pas s'ils se sont éparpillés dans les différentes attaques parce que Roglic avait dit je me sens pas super, ou est-ce qu'ils se sont éparpillés parce que c'était la stratégie dans le bus. Et si c'était la stratégie dans le bus, pour moi c'était pas la bonne.
Je pense qu'ils auraient dû essayer de rester beaucoup plus collectifs, beaucoup plus ensemble du côté de la Jumbo, parce qu'ils avaient une force collective qui était supérieure à UAE, pour moi, même si UAE avait une très très belle équipe autour de Pogacar, qui était supérieure à la Trek, qui était supérieure même à la Deceuninck, et que ils se sont fait un peu avoir de ce côté-là, en partant dans beaucoup d'attaques dans les 100 derniers kilomètres. Notamment, je pense que Georges Bennett n'a pas apporté beaucoup au collectif en termes de travail. Et c'est pour ça que voilà, j'étais assez déçu de ce qu'a fait la Jumbo Visma. Je continue avec la Bahreïn. Mikel Landa, il a fait du Mikel Landa de cette année, quoi, cette deuxième partie de saison, c'est-à-dire assez inexistant. Et puis après, Dylan Teuns s'est tombé et on n'a pas vu beaucoup les autres coureurs. Je pense notamment à Buitrago, à Pernsteiner ou à Stephen Williams. Du côté de la Bahreïn, le premier coureur c'est Dylan Teuns et Landa, Williams et Mohoric ont abandonné. C'est dommage parce que Williams, vu ce qu'il avait montré sur le Tour de Croatie, je pense aurait pu être une bonne aide pour un de ses leaders. Donc c'est là où on voit aussi qu'en octobre on peut avoir des grosses variations de niveau de performance d'un jour à l'autre de course. Mikel Landa, il est pas en forme depuis quelques temps quand même, et ça se voit de toute manière dans ses résultats, mais aussi dans le fait qu'il soit de plus en plus équipier. Et puis Buitrago, on nous l'a vendu comme quelqu'un d'hyper prometteur, Buitrago, et je trouve qu'il a quand même un peu du mal à confirmer pour le moment. Alors il a fait un bon tour de Burgos. Mais j'attends un peu mieux de Buitrago après première année chez les professionnels aussi, donc peut-être un peu difficile, deuxième année chez les professionnels pour lui, mais 22 ans, je trouve qu'il a pas montré grand chose, pas de contrat également encore pour l'année prochaine lui. C'est pas avec cette course là qu'il s'est montré très clairement, Santiago Buitrago. Et puis je termine avec Simon Yates. Assez décevant Simon Yates. Alors moi j'attendais pas grand chose, on m'avait posé dans les commentaires le fait de me dire qu'il fallait se méfier des frères Yates. Moi j'avais dit il faut se méfier d'Adam, surtout d'Adam Yates. Simon, ça confirme un peu ce que j'avais vu sur le Tour de Croatie ou sur il n'est pas en très grande condition physique. Et ce qui est même assez surprenant cette année, 68 jours de course, mais quasiment aucun depuis août. C'est-à-dire qu'il a couru très peu. Il a fait que le Tour de Burgos en août. En septembre, il a fait que le Tour de Croatie, en septembre-octobre. Et donc là, le Tour de Lombardie. Donc je pense qu'il savait qu'il n'était pas frais physiquement. Mais le problème de Back Exchange, c'est qu'au niveau de la montagne, de toute façon, quand tu vois le collectif de Back Exchange, au niveau de la montagne, c'est pas fantastique. Et qu'en plus, cette année, les résultats de Back Exchange n'ont pas été incroyables non plus. Avec un Michael Matthews qui n'a pas beaucoup gagné, qui n'a même pas gagné, même je crois. Enfin, c'est une équipe, Bike Exchange, je ne sais pas si je peux cliquer là, oui, qui au final a gagné 9 fois, voilà. Mais avec Damian Lawson, ils n'ont pas gagné depuis le Tour de Slovaquie, le prologue avec Caden Groves, Nick Schulz, Simon Yates qui avait remporté une étape du Tour d'Italie, mais beaucoup de victoires en début de saison, peu de très bons résultats en fin de saison. Et Simon Yates, c'est un petit peu pareil que ça, c'est-à-dire il était très bon en début de saison, et puis depuis quelques temps c'est un peu plus compliqué, donc difficile cette course pour Simon Yates. On a fini donc cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve donc pour le débrief de Paris Tour. Et puis il y aura encore quelques vidéos cyclisme d'ici décembre. Allez, ciao sur Amérique Production.